Donc bienvenue à tous dans ce cours de marketing digital et de communication digitale. Nous allons travailler sur ces matières-là avec un focus particulier sur ce qu'on appelle l'IMC. C'est un terme anglais qui veut dire Integrated Marketing and Communication. C'est une première notion que je vous demande déjà de retenir. Donc le cours n'est même pas commencé que déjà je vous demande de retenir quelque chose. C'est de retenir le fait que le marketing et la communication sont intégrés pour ne faire qu'une seule et même matière. Donc voilà, vous l'avez ici, Integrated Marketing and Communication. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble pendant les quelques séances que nous allons passer ensemble. Je me présente pour commencer, moi je suis Hubert Kratirov, vous aurez toutes mes coordonnées dans les sites que je vais vous présenter et dans le Moodle que vous avez l'habitude de voir. Je suis un technologie évangéliste. Oublions ce que cela veut dire, c'est pas le plus important pour l'instant. Je fais beaucoup de choses en communication et marketing. Et la première notion, au-delà de IMC, dont je voudrais vous entretenir, c'est cette notion de petit c à l'envers. Un c à l'endroit, vous savez tous que ça veut dire copyright, donc l'information est copyrightée, interdiction de la copier, interdiction d'en parler, interdiction de faire quoi que ce soit. Eh bien moi je vous dis, et retenez ça tout de suite, que le 21e siècle dans lequel vous êtes, le 21e siècle est un siècle de copyleft. Donc le C à l'envers, c'est du copyleft, et le copyleft, ça veut dire que on est dans l'économie de la connaissance et que je vous invite à partager les connaissances, à partager les brevets, beaucoup plus que à d'essayer de les préserver, de les retenir et de faire quoi que ce soit de protecteur pour vos marques. Donc, autre notion intéressante, le côté full stack, encore une fois au XXIe siècle. On ne veut pas de personnes qui sont des spécialistes d'une matière bien précise, mais on veut des personnes qui soient, on appelle ça full stack en anglais, ça veut dire qu'on est capable de faire plusieurs choses. Dit de manière beaucoup plus simple, ça veut tout simplement dire qu'on est capable de faire de la communication, du marketing, des réseaux sociaux, de la stratégie, de la réflexion, de faire une vidéo, de la monter, de la publier. On n'est pas simplement un spécialiste dans un petit domaine bien précis. On veut aujourd'hui des gens qui aient, bien sûr, une spécialité, vous en avez tous une spécialité, mais que ces spécialistes soient capables de communiquer sur leur spécialité, soient capables de faire plein de choses annexes. Donc super important, pour finir de me présenter, j'ai écrit plein de bouquins que je ne vous conseille pas d'acheter. Si vous les voulez, je vous les offrirai directement, il suffit de me les demander. Donc je vous l'ai dit, je suis aussi professeur d'économie numérique, et puisqu'on parle d'économie numérique, j'aimerais vous le définir et vous dire à quel point c'est important aujourd'hui, cette fameuse économie numérique, en vous citant une phrase dite par un monsieur très connu, mais je ne vais pas vous embêter avec le nom de ce monsieur. Cette phrase, c'est tout simplement la phrase qui dit « Software is eating the world ». Autrement dit, tout est du software dans le monde, et donc ça va vous inciter peut-être à mieux considérer que cette économie numérique, c'est l'économie du partage, économie du logiciel, économie du partage. Et sur toutes les slides que nous verrons ensemble, il y aura toujours une slide, et puis derrière, l'explication de cette slide. Si vous voulez savoir qui a dit « Software is eating the world », eh bien c'est un certain Marc Andreessen. Je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à réfléchir à ces deux lettres, U, X, qui sont extrêmement importantes. Ces deux lettres veulent dire User Experience, expérience utilisateur, et c'est tout ce qu'on va essayer de faire ensemble et de décortiquer ensemble, essayer de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit bonne. Petite info utile, Linktree. Je vous invite réellement à
utilisez cette application Linktree qui vous permet de mettre tous les liens relatifs à votre personne et à votre bio. C'est une application gratuite, vous pouvez tous en ouvrir une. Donc vous avez la mienne, je vous ai mis dans le chat, vous avez mon Linktree et dans ce Linktree, vous avez tous les liens qui sont liés à mon activité, mes activités. Vous pourrez donc cliquer sur ces différents liens. Merci pour cette introduction et donc maintenant on va passer à au premier épisode. Donc on va définir ensemble ce nouveau marketing. Ce qu'on voit ce soir, c'est ce qui concerne le nouveau marketing et cette notion que j'ai déjà définie mais dont on va reparler de IMC. Alors désolé, c'est en anglais le IMC. Donc ça ne veut pas dire indice de masse corporelle, hein. Ça veut dire Integrated Marketing and Communication, et UX, UX voulant dire expérience utilisateur, User Experience. Donc je vous invite bien sûr à dire IMC au lieu de IMC et UX au lieu de UX. N'essayez pas de le faire à l'anglaise, c'est mieux de le faire à la française, donc IMC. Integrated Marketing and Communication, c'est pour dire que les deux matières vont ensemble, et UX, User Experience, pour évoquer ce que l'on va voir ensemble. Donc, premier épisode aujourd'hui, on se donne... Excusez-moi monsieur, je me permets, est-ce que c'est possible d'enregistrer le cours pour les élèves qui sont pas là? Il est enregistré. Demandez. Donc le sujet d'aujourd'hui, épisode 1, on parle de ce nouveau marketing, de cette nouvelle communication. Alors je sais pas si vous allez entendre, mais vous allez reconnaître au moins le logo que vous connaissez bien. Épisode 1, tadam, on se lance dans une leçon inaugurale du marketing en général et de la communication en particulier, pour vous dire que, alors attention, retenez bien ces leçons qui vont vous arriver comme ça un petit peu en masse. La première, c'est... Alors, j'ai fait toute ma carrière dans le marketing, je suis un fervent partisan du marketing, j'aime le marketing, mais attention, le marketing, c'est hyper négatif. C'est connoté négativement, pour le dire brutalement. Le marketing, c'est naze, pour le dire en anglais. Marketing Sucks, c'est le titre d'un bouquin. Il y a un autre bouquin qui s'appelle Unmarketing, donc ne faites pas du marketing. Et un autre bouquin de Seth Godin, je vous invite à retenir le nom, je vous l'écris dans le chat, de cet auteur, qui est un auteur hyper important, qui s'appelle Monsieur Godin, Godin, Seth Godin, on peut dire Monsieur Godin, qui titre All marketers are liars, les marketeurs mentent. Donc le marketing, c'est hyper connoté négativement. Grosso modo, ça veut dire, quand tu fais du marketing, ça veut dire que tu es en train de voler les gens, tu es en train de créer des besoins. Alors, je suis très bref avec vous, et j'utilise peu de mots, mais chaque mot est important. On ne peut pas... donc, premier concept, c'était le marketing, c'est vraiment une connotation négative. Donc, retenez bien ça. Deuxième notion, les gens pensent qu'avec le marketing, on peut créer des besoins pour nos utilisateurs. Eh bien, non, retenez bien ça. Non, non et non. On ne peut pas créer des besoins. Les besoins, nous les avons en nous-mêmes. Nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin de rencontrer des gens, nous avons besoin de faire différentes choses. Ça, ce sont nos besoins que nous avons. Tout être humain va avoir des besoins différents, mais il a ses besoins. Et simplement, le marketing et la communication vont montrer aux utilisateurs, aux clients, aux prospects, comment on peut satisfaire ces besoins avec différents outils. Donc, la satisfaction des besoins, c'est ce que cherche le client, et il va satisfaire ses besoins à travers différentes offres. Mais retenez bien ça, on ne peut pas créer des besoins. Donc ça, c'est un élément extrêmement important.
Vous avez vu certainement plein de choses que je voudrais pas casser ou pas pourrir avec vous. Donc on va passer rapidement à une autre notion qui est la notion de IMC, qui veut dire Integrated Marketing and Communication, qui veut dire tout simplement que de plus en plus les entreprises fusionnent, et vous le comprenez bien, si vous faites votre propre marketing, si vous faites votre propre communication, c'est la même personne et c'est la même pensée qui va consister à dire est-ce que je fais telle stratégie et comment je vais communiquer telle stratégie. C'est le même service de l'entreprise qui va décider quels sont les produits à mettre en avant et comment on va les mettre en avant. Donc il n'y a pas une personne qui conçoit une stratégie. Salut, bienvenue. Il n'y a pas une personne qui conçoit une stratégie et une autre personne qui va appliquer cette stratégie en termes d'outils de communication. De plus en plus, les entreprises, notamment les entreprises modernes, on va parler de start-up pour dire quelque chose de sympathique, de plus en plus les start-up, et encore plus les gens qui font ce qu'on appelle la creator economy, donc toutes ces personnes qui vivent de chaînes YouTube, de chaînes TikTok, de Twitch ou de tous ces éléments-là. Comme on dit un petit peu vulgairement, les influenceurs, j'aime mieux dire les KOL, donc retenez ce nom de KOL, encore une fois, je ne vous donne que des termes importants, les Key Opinion Leaders, c'est la nouvelle manière que l'on a d'appeler les influenceurs, c'est grâce à Booba. Les influenceurs sont devenus des influvoleurs et donc on préfère utiliser le terme de KOL, Key Opinion Leader. Vous trouverez parfois Key Online Leader, mais le vrai terme c'est Key Opinion Leader. Donc ces Key Opinion Leaders, ils vont définir leur stratégie, ils vont définir leur tonalité, ils vont définir leur cible. Et c'est la même personne qui va mettre en place les vidéos, les outils de communication, avec éventuellement des assistants pour faire les montages, avec éventuellement des partenaires pour faire différentes choses. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas d'un côté le marketing qui fait des choses et de l'autre côté la communication qui fait des choses, en espérant que les deux aillent dans le même sens. Ce sont plus deux services différents, c'est le même service. Et je voudrais commencer tout de suite à vous donner 3 lois de la communication qui vont, j'espère, vous aider et j'espère vous inspirer. Donc ces 3 lois de la communication, elles sont un peu bizarres, elles sont un peu originales, donc je vous les donne tout de suite. La première loi, ça consiste à dire des choses, faire des choses, proposer des produits qui plaisent aux clients, bien sûr. Deuxième loi de la communication, c'est de vérifier qu'on ne dépense pas trop d'argent en communication par rapport à ce qu'on peut rapporter comme chiffre d'affaires. Donc c'est vérifier que les marges nous permettent de payer cette communication. C'est sûr que si vous vendez des produits à 1 euro et que vous dépensez une campagne de communication de 100 000 euros, vous comprenez très vite qu'il va falloir vendre 200, 300 000 produits pour penser rentrer dans vos frais. Donc c'est toujours ce principe-là. Et la troisième règle, c'est qu'il faut heureusement oublier les 2 premières. Donc d'un côté, je dis ce qui plaît aux gens. De l'autre côté, je vérifie que je gagne de l'argent. Et la troisième règle, ça consiste à oublier les 2 premières et à ne pas hésiter à dire des choses. Vous l'avez là sous la bannière numéro 3. Ne pas hésiter à dire des choses différentes, originales, remarquables, qui peut-être seront un investissement sur le futur. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer sans rien demander aux personnes auprès de qui vous communiquez. Vous pouvez avoir aussi différentes approches comme communiquer sur quelque chose qui est complètement non rentable, avec bien sûr la stratégie future qui consiste à dire demain,
ceci deviendra rentable. Si vous voyez le dernier point en dessous du 3, là, qui consiste à dire « il ne faut pas plaire à tout le monde », eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important, aussi bien dans le marketing de la plus grosse boîte de marketing de France, qui est L'Oréal, parce qu'ils ont un investissement en marketing qui est aux alentours de 3 milliards d'euros, donc c'est un des plus gros investisseurs en marketing. Bien, même si on est L'Oréal, il y a des moments où on doit dire des choses où on ne plaît pas à tout le monde. Donc, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, cette troisième règle consiste à dire qu'on doit oublier les deux premières, c'est-à-dire ne pas faire simplement ce que nous demandent les gens, ne pas faire simplement des produits qui sont attendus par les clients, mais parfois il faut surprendre avec un produit nouveau, avec une offre décalée, avec quelque chose de différent, et ne pas se soucier dans un premier temps du chiffre d'affaires et de la marge, mais bâtir son territoire remarquable d'originalité. Je reprends les mots qui sont là, hein. Faire du branding, imposer une marque qui est différente, qui est unique, qui va être reconnue par tous les clients. Et une fois qu'on aura cet atout qui est une marque unique, on pourra alors, à ce moment-là, devenir rentable. Je vous montre quelques exemples de marques qui ont réussi à faire ça. Mais par exemple, vous avez une marque que vous connaissez tous, Nike, qui, il y a quelques années, fait avec Colin Kaepernick une communication absolument non rentable, absolument originale, qui consiste, alors que ce monsieur-là a été boycotté de partout, à dire, ben non, nous, on veut pas boycotter Colin Kaepernick, on veut au contraire le mettre en avant, on veut au contraire le réhabiliter, on veut au contraire dire qu'il a raison de faire le Black Lives Matter, etc., etc. Enfin, on va pas revenir sur la polémique, elle n'est pas intéressante, mais vous comprenez bien que cette publicité, cette communication Nike, à la base, elle n'est pas faite pour vendre des produits, elle n'est pas faite pour être rentable, et elle n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Bien au contraire, au début, les premiers temps de cette publicité, les gens ont commencé à brûler leur t-shirt Nike. Alors ça brûle pas mal. Brûler les baskets Nike, ça brûle plus difficilement, mais le début a été très très chaud. Et au bout du compte, et c'est pour ça que j'aime bien vous montrer cette publicité-là, mais j'en ai d'autres encore à vous montrer, au bout du compte, il s'avère que c'est la pub la plus rentable que Nike n'ait jamais fait, parce que à la fin de cette pub, ils ont développé des parts de marché, ils ont trouvé des nouveaux consommateurs, et ça a été une des pubs les plus rentables. Mais vous comprenez bien que à la base, elle n'est pas du tout consensuelle. S'ils avaient voulu plaire à tout le monde, ils n'auraient jamais fait ça. Et s'ils n'avaient jamais fait ça, ils n'auraient pas cultivé leur image de marque, ils n'auraient pas gagné le combat face aux gens qui voulaient boycotter ce pauvre Colin Kaepernick, qui est un joueur de football. Vous pourrez voir sur Internet ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et pourquoi il a été viré de son équipe. Autre manière de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas faire ce que les gens attendent de vous. Voilà une marque de montre. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'industrie horlogère. Voilà une montre qui s'appelle la Royal Oak de chez Oak. C'est un tonneau, le tonneau royal de chez Audemars Piguet. Les spécialistes disent AP ou AP pour Audemars Piguet. Ben, cette montre qui date de 1972. C'est une montre que personne ne demandait. C'est une montre que personne ne voulait. C'est une montre tout à fait inattendue. Pourquoi ? Mais tout simplement, c'est une montre originale, tout simplement pour la simple raison que c'est la première montre en acier qui coûte plus cher qu'une montre en or. Donc Audemars Piguet, sous la patte de Monsieur Genta, a décidé de faire cette montre 100% acier, lunettes acier, bracelet acier, les vis en acier, tout en acier. Et c'est une montre qui est iconique aujourd'hui, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est introuvable, vous ne pourrez même pas l'acheter nulle part. Enfin, ce modèle en acier de base, qui est à 28 000 €, vous ne pourrez l'acheter 28 500 € exactement, vous ne pourrez l'acheter nulle part parce que personne ne l'a. Aucun bijoutier ne l'a.
on vous proposera des Royal Oak avec diamants, en or blanc, en platine, avec des complications, avec un quantum perpétuel, avec un GMT, avec différentes choses, au prix de 90 000, 110, 120, 120 000 euros. Mais la Royal Oak acier de base, celle que vous avez à l'écran, eh bien, vous ne la trouverez jamais. Elle vaut 28 000 euros. Et encore une fois, son innovation, sa nouveauté consiste en, tout simplement, avoir fait une montre en acier, en 1972, au prix où étaient vendues les montres en or. Et donc, dès le lendemain du lancement de cette Royal Oak, quelqu'un comme Rolex, qui avait plein de montres en acier, s'est dit, ils sont intelligents chez Audemars Piguet, nous aussi, on va doubler nos prix, et ils ont doublé leur prix, et aujourd'hui, vous connaissez le prix des Rolex. Bien sûr, c'est inférieur au prix de cette Audemars Piguet, mais encore une fois, ils n'ont pas fait les choses qui étaient attendues. Et puis, pour la petite histoire, ceux qui connaissent un peu l'horlogerie, vous devinez que le monsieur qui a dessiné cette montre, qui s'appelle Gérald Janta, après est allé chez Patek Philippe et a dessiné d'autres montres qui sont tout aussi iconiques, la Nautilus et l'Aquanaut, qui sont des montres très très dures à trouver, pareil, dans leur version acier de base. Autre pub tout à fait étonnante, cette pub d'un magasin qui s'appelle... vous la voyez à l'écran, ouais, très bien, d'un magasin qui s'appelle Distance, qui est aux Halles. Dans les Halles, excusez-moi, je change de... Voilà, hop, qui est aux Halles. Ils ont fait une campagne de pub, alors j'ai oublié le nom du sprinter qu'ils ont engagé. Ils ont engagé un athlète français. Donc voilà une bonne reconversion pour les sprinters. Ils ont engagé un athlète français champion de sprint. Son nom a des Z à l'intérieur, mais je suis désolé, je suis pas spécialiste du sprint, encore moins de l'athlétisme et encore moins du sport. Ils l'ont engagé avec cette campagne de communication. Vous pouvez garder tout ce que vous arrivez à voler. Sous-entendu, si vous arrivez à prendre des baskets dans le magasin, et vous voyez la jeune femme qui est là à l'écran, elle a volé les baskets qu'elle a dans les mains, elle court, et si le sprinter qui est le vigile pour les 10 jours du lancement n'arrive pas à la rattraper, eh bien ces baskets sont à elle. Donc il pousse les gens à voler, mais vous comprenez que c'est une communication humoristique qui consiste à dire est-ce que vous arriverez à courir plus vite que notre sprinter, et sur les 10 jours, ils ont perdu 3 paires de baskets, donc ça leur a coûté quoi si on prend des baskets à 200, 300 euros, ça leur a coûté 1000 euros maximum de baskets, et ça leur a fait une campagne de pub bien plus large que 1000 euros. Mais encore une fois, vous comprenez l'originalité d'une telle campagne de pub, c'est beaucoup plus fort, et ce n'est pas attendu, et c'est pour ça que on retombe sur ces fameuses 3 lois de la communication et du marketing. 1. Faire les choses que les gens veulent. 2. Gagner de l'argent. Et 3. Oublier les 2 premières règles en sachant proposer des choses originales qui, temporairement, vont perdre de l'argent. Vous connaissez tous ce dicton « Time is money ». Eh ben, moi, je vous le dis tout de suite, puisqu'on parle de communication, c'est pas time is money, ça c'est faux. Ce qui est de la monnaie, c'est l'attention. Et donc aujourd'hui, on est sur une bataille de l'attention et pas du temps. Là, vous êtes avec moi à travers Teams, mais je suis sûr que vous avez un autre écran à côté de vous qui peut être votre mobile, qui peut être votre tablette, qui peut être votre télé. Peut-être qu'en ce moment est diffusé un programme qui vous intéresse sur les chaînes de la TNT ou sur les chaînes diverses et variées de votre Smart TV, parce que la télé n'est pas simplement aujourd'hui un objet... classique comme l'avaient vos parents, c'est un objet extrêmement original sur lequel on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le croit habituellement, et donc c'est pas parce que j'ai votre temps que j'ai votre attention. Donc mon but est d'avoir un cours assez distrayant, assez intéressant pour essayer de gagner votre attention face aux autres écrans, face aux autres sollicitations, et peut-être que vous êtes en train de faire la cuisine ou de faire quelque chose, et mon but c'est de conquérir votre attention, et ça doit être le but
de tout prof, mais vous n'allez pas être prof dans votre vie, donc la vision du prof n'a strictement aucun intérêt, mais ça doit être, et là ça vous intéresse plus, la vision de tout marketeur. Le but de tout communicant va consister à gagner l'attention de la personne à qui il parle, en compétition avec du TikTok, du Twitch, du YouTube, la télévision, le smartphone, le WhatsApp qui sonne, et etc., etc. Vous connaissez toutes ces sollicitations, c'est pas la peine que je vous les développe, vous les connaissez très bien. Donc on est au 21e siècle, et ça vous devez bien rentrer dans ce siècle-là pour le comprendre. On est au 21e siècle sur une bataille de l'attention. Pas une bataille du temps, et avoir le temps des gens n'est rien, mais vous le savez tous, vous avez tous suivi des cours en mode passif, en pensant à autre chose. Le temps n'est rien. Vous avez tous fait des jobs divers et variés, où dans ce job, vous avez parfois passé des heures entières à faire autre chose que le job pour lequel on vous payait. Donc le temps n'est pas tout, ce qui est tout, c'est l'attention. C'est pour ça qu'on est vraiment sur une bataille de l'attention, et ceux qui réussissent cette bataille, ceux qui sont en train, et vous le savez, de gagner cette bataille, c'est certains réseaux sociaux qui ont très bien compris quels étaient les éléments qui nous matrixaient, qui nous intéressaient, et qui arrivent avec des algorithmes parfaits à attirer notre attention au-delà de tout ce qui est éventuellement imaginable. Une petite citation, alors ne retenez pas le nom de cette personne qui a fait la citation, il est peu connu et il n'est pas intéressant, mais la citation est intéressante et clôture cette partie marketing, communication. On va passer à la partie digitale dans quelques instants. Pour clôturer cette partie communication, marketing, IMC, donc Integrated Marketing and Communication, donc la fait que le marketing et la com soient ensemble. Cette citation qui dit que la publicité est le prix à payer pour des marques, pour des sociétés, pour des produits qui ne sont pas originaux. Si vous avez un produit qui est très original, si vous avez un produit qui correspond à une demande très forte des clients, si vous avez un produit que tout le monde s'arrache, c'est pas la peine de faire de la pub. Ou on peut faire de la pub toujours pour garder ce qu'on appelle un top of mind, garder la marque présente dans l'esprit du client. Mais c'est pas la peine de faire de la pub dans la mesure où notre produit est original, dans la mesure où le produit correspond à une demande, dans la mesure où le produit, il va être naturellement acheté. Et donc il y a plein de théories qui découlent de cette citation. Elle est extrêmement importante, même si celui qui l'a faite est totalement inconnu. C'est un designer suisse qui s'appelle Yves Béard, mais on s'en moque. Comprenez ça. Si vous êtes originaux, si vous avez un positionnement original, si vous avez une proposition unique, si vous êtes remarquable, vous aurez moins besoin de faire de la pub qu'une marque qui est, on va dire, entre guillemets, classique et conventionnelle. Regardez, est-ce que Red Bull a besoin de faire de la publicité? Ils en font un petit peu. On voit quelques campagnes de pub. Red Bull donne des ailes avec souvent des choses assez marrantes. Mais bon, voilà, ils font un peu de pub pour dire d'être présent. Mais si vous comparez à Coca, ils font 10 fois moins de pub que Coca. Parce qu'ils sont hyper originaux dans ce qu'on appelle la stratégie de contenu, ce qu'on verra plus tard, le content marketing qu'ils proposent est tellement original, mais que c'est même pas trop nécessaire pour eux de faire de la pub. Ils en font un petit peu pour rester dans l'esprit des clients, mais globalement, Red Bull est assez original pour se permettre de faire 10, 20, 30 fois moins de pub que Coca. Attention! Avec des résultats supérieurs à Coca, on en parlera un peu plus tard. Mais je trouvais que cette citation
clôturer bien ce premier point. Alors je vais départager mon écran et on va faire un petit tour de table. Quelles sont vos remarques, commentaires sur cette première partie où on parle de communication, de marketing, d'intégration, d'originalité et de quelques pubs? Vous comprenez? C'est trop rapide? C'est bien, c'est dans la tonalité de ce que vous attendiez, vous saviez déjà tout ça, il faut que j'aille plus vite, comme on se voit pour la première fois pour un cours vraiment complet. Dites-moi ce que vous pensez de cette première petite partie, une trentaine de minutes. Alors on fait un tour de table informel, hein. Vous branchez vos micros, vos caméras sont pas obligatoires, hein. Vous ne vous sentez pas obligé de mettre vos caméras, même si j'apprécie, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Mais allez-y, j'attends vos commentaires, vos remarques, vos infos sur cette première partie. Non, je trouve que c'est intéressant de voir des publicités un peu différentes. Après, je trouve là, il y a beaucoup des publicités de nos jours, elles sont très minimalistes, il n'y a pas grand-chose dessus, quoi. C'est un petit peu de texte et je trouve que ça marche peut-être pour les grosses entreprises, des choses comme ça, mais parce qu'on arrive vite fait à associer un peu comment on peut dire ça? Ils ont tellement été bons sur leur communication que maintenant ils ont peut-être même plus besoin de mettre leur logo, qu'on sait déjà de quelle entreprise on parle, quoi. Mmh. Ça marche peut-être pas forcément pour les plus petites boîtes ou les plus petites équipes. D'accord, bonne remarque, Jacques. Ça peut marcher aussi sur des cibles plus petites, dans votre domaine de compétences, dans votre univers. Mais peut-être que vous n'atteindrez pas, bien sûr, la notoriété d'un Coca-Cola ou d'un Red Bull, mais parce que eux, ils veulent toucher une cible, vous comprenez, d'environ 100-150 millions de personnes. Mais vous, dans les boîtes que vous fréquenterez ou dans les domaines que vous fréquentez, vous ne voulez pas toucher 150 millions de personnes, peut-être que 1 million, et pour ce million de personnes, vous pouvez apparaître original. D'autres commentaires ? Vous pouvez les mettre dans le chat si vous voulez, juste un OK, un on comprend, ça, c'est cool, c'est bien, et on va avancer un petit peu, n'hésitez pas. Ouais, moi je voulais juste rajouter, je sais pas si c'est le cas pour les autres, mais le lien dans le Moodle pour avoir le cours ne fonctionne pas, en tout cas pour moi. Alors... en fait, ça la charge, mais j'ai pas... Enfin, c'est tout gris. J'ai quand même comme l'URL, j'ai tout, mais la page est grise. Donc, pour Moodle, c'est-à-dire que le Moodle auquel vous accédez habituellement n'est pas bon. Je vais vous remettre le lien Moodle. Si, sur Moodle, c'est bon, mais c'est les slides pour épisode 1, saison 1. D'accord, on va regarder ça tout de suite. Vous allez voir quoi. Eh bien, ça fait un écran gris, en fait, comme si ça chargeait pas jusqu'au bout. À moins que tu n'aies pas de réseau, mais je pense que tu as du réseau. Si ouais, je vous suis bien, enfin, ouais, c'est ça. Donc, attends, je sais pas, c'est peut-être moi, je laisserai plus tard, mais... On regarde ça tout de suite, excuse-moi, je suis empêtré dans 50 écrans. Ah, putain. Ah, c'est lui qui a pas de réseau. Ah, c'est bon. vous inquiétez pas. C'est que le bouton Leave, quitter de Teams est très très mal placé et il m'arrive très fréquemment de le cliquer au lieu du partage. Donc je viens sur le partage, là vous avez le lien J'aime Bachelor Marketing. Donc là on est l'épisode 1 du 3 février, si vous voyez cet écran là, et si vous cliquez ici, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous avez les slides que j'ai présentés. Donc alors tiens, j'en profite puisqu'on est sur cet écran-là. Vous voyez que j'ai cliqué sur un lien et attention, je vais le refaire sur un autre lien. Attention, ça a ouvert un nouvel onglet. Et ça, c'est hyper, j'ai dit hyper 3 fois, alors je vais le dire 4 fois, hyper important. Pensez toujours quand vous allez concevoir des sites internet, quand vous allez travailler pour des marques et auditer leur site internet ou commander un site internet à une web agency, exigez que les liens s'ouvrent dans des nouveaux onglets. Donc là, j'ai cliqué sur un premier onglet, je vois le PDF du cours, voilà, il y a plein de pages, hop. Et donc je télécharge, ici vous avez l'onglet télécharger, je télécharge, ou finalement ça m'intéresse pas, je ferme.
Je ferme l'onglet, vous faites ça 1000 fois par jour, je ferme l'onglet et hop là, je reviens là où j'étais précédemment. Ça vous est arrivé déjà 1000 fois, vous cliquez sur un onglet, ça vous intéresse pas, vous fermez l'onglet et vous avez perdu le site d'origine. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous faites ça, vous perdez, c'est le coût moyen d'acquisition d'un client, vous perdez 7 €. Donc je teste le deuxième slide de l'épisode 1 avec, je vous ai fait une version avec 16 slides par page pour que ce soit plus synoptique, plus global. Donc regardez bien ce qui se passe sur l'écran. Là, il y a 2 onglets. Un onglet, 2 onglets. Je vais cliquer sur télécharger et ça va ouvrir un 3e onglet avec 16 slides par page. Donc voilà, là on était ici. Loi de la communication, tac, 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 etc. Je ferme cet onglet ou je télécharge, je le garde, je ferme et hop, je reviens toujours au même endroit. Et si on veut voir un slideshow qui change un petit peu d'un PDF ou d'une keynote ou d'un PPT ou d'un PowerPoint, si je clique sur voir les slides, j'ouvre encore un nouvel onglet, tac, avec les slides en direct. Donc là, je vais prendre là où j'en suis. Donc ça, c'est des slides que je vous ai pas montrés. Là, on a terminé sur Advertising is the price company pay for being unoriginal. Eh bien, vous l'avez là à l'écran et vous pouvez naviguer, c'est pour ça que j'appelle ça un slideshow, vous pouvez naviguer comme si vous étiez sur PowerPoint, vous pouvez naviguer dans les slides et montrer une slide à quelqu'un, vous avez un petit menu pour voir là où vous en êtes et vous recollez ici. Donc toujours intéressant. Et puis, dernier truc que je vous montre, donc là, toujours même principe, je ferme cet onglet et hop, je reviens là où j'ai quitté mon site original et je vais juste vous montrer les slides avec notes. Donc là, vous avez le slide deck toujours. Vous savez que certaines personnes appellent ça un slide deck au lieu d'une presse. Donc on était 3 lois de la communication ici. Et là, vous allez pouvoir prendre des notes, blablabla, 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 et vous allez pouvoir mettre vos notes à côté de chacune des slides. Donc si ça vous tente de prendre des notes directement, vous pouvez prendre vos notes à côté des slides ici. Là, si vous avez retenu le nom du mec, il s'appelle Colin Copernic. Je suis pas sûr de l'écrire justement Copernic, c'est peut-être pas comme ça, mais bon, phonétiquement c'est comme ça. Je crois que c'est OE au début, Copernic. J'ai oublié comment s'orthographier son nom, mais c'est bien Colin son prénom. Et donc vous pouvez prendre des notes directement et bien sûr, je n'enregistre pas vos notes à vous, c'est à vous après d'imprimer votre document et vous aurez donc un PDF avec les slides et les notes que vous avez prises à côté. Même principe, je ferme cet onglet et je reviens là où j'étais. Donc les liens fonctionnent et sinon vous avez sur le Moodle ici, vous avez en slide 1 épisode 1 saison 1, vous avez les mêmes slides dans Moodle. D'autres remarques? Tu as réussi du coup à quitter cet écran? C'était celle-là qui fonctionnait pas, celle dans Moodle directement. Mais c'est bon, là, je sais pas pourquoi ça fonctionne maintenant. D'accord. Moodle est pas terrible en fonctionnement. Ouais. C'est pour ça que j'ai mon propre site parce que sur Moodle, pour faire un quiz sur Moodle, il faut 3 jours. Et moi, je fais des quiz en 30 secondes. Donc, l'outil Moodle n'est pas hyper à jour. Ouais. Bon, si pas d'autres, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos petits commentaires et vos avis. C'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez en temps réel. Donc, je vous propose de continuer et de passer maintenant à une partie sur Internet, puisque on est bien sûr en communication digitale avancée, et cette communication digitale avancée, eh bien, elle concerne bien sûr Internet, et de vous dire que, comme je vous ai dit que le marketing était un petit peu nul aujourd'hui, de la même manière, je vous dis que Internet, ou le digital, ou le numérique, tout ça est fini, les amis. Ça sert plus à rien de dire je vais rechercher sur Internet. On se doute bien que vous cherchez sur Internet et que vous n'allez pas aller à la bibliothèque. Ça sert à rien de dire j'ai commandé ceci.
sur Internet. On se doute bien que vous l'avez fait sur Internet. C'est pas la peine de dire j'ai acheté mon billet de train sur Internet, parce que c'est pareil, on se doute bien que vous n'êtes pas allé à la gare SNCF pour faire la queue au guichet pour acheter votre billet de train. Et de la même manière, c'est plus la peine de dire on va faire une communication digitale ou on va faire du marketing digital. Dites juste on va communiquer, puisque on ne saurait pas communiquer aujourd'hui sans digital, sans Internet, ne serait-ce que pour ceux qui disent mais si on peut faire de la communication sans Internet, essaye de passer une journée sans email. C'est pas possible, parce que tout va être confirmé par email. Essaye de passer une journée sans WhatsApp. C'est pas possible. Alors WhatsApp est très très personnel, mais de plus en plus les entreprises communiquent en WhatsApp, et je vous invite tous d'ailleurs à passer à WhatsApp Business, sur lequel vous allez pouvoir, comme sur le mien, vous pouvez vous communiquer, vous pouvez vous connecter à mon WhatsApp. Sur mon WhatsApp, vous avez une présentation, vous avez des liens, vous avez des infos. C'est pas juste un WhatsApp random. Vous avez une petite fiche qui accompagne mon WhatsApp, et je vous invite tous à basculer. Il est gratuit, bien sûr, hein, c'est le même WhatsApp, sauf qu'il y a un B à l'intérieur de la bulle verte, et grâce à ce WhatsApp Business, vous allez pouvoir donner, en même temps que votre numéro de téléphone, ou en même temps que vos coordonnées, vous allez pouvoir donner vos spécialités, vous allez pouvoir donner des informations, vous allez pouvoir présenter différentes choses, et pourquoi pas avoir des liens vers vos réseaux sociaux, et c'est possible dès WhatsApp. Je vous parlerai, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je le ferai en fin de séance. Je vous parlerai d'un autre système qui s'appelle Linktree, comme un arbre à liens. Je vous l'écris dans le chat. Linktree. Et Linktree, c'est un système qui va vous permettre de communiquer un certain nombre de liens, donc un arbre à liens, qui va vous permettre de communiquer un certain nombre de liens aux personnes avec qui vous êtes en communication et qui ont votre lien. Donc, le marketing, il est forcément, on va dire, à 50% digital. La communication, elle est forcément à 50% digitale. Prenez même un artisan boulanger du coin de la rue, hein, la boîte sans grande envergure, avec 5-6 salariés, donc 2-3 vendeuses, 1 ou 2 commis, et le boulanger lui-même, donc 5-6 personnes. Il a une adresse internet, il a une adresse mail, il a peut-être un site, il a peut-être un numéro de téléphone sur lequel on peut passer les commandes, et puis peut-être que ce boulanger, il fait un petit service de traiteur où il peut apporter des produits, des choses, des mini quiches, des mini viennoiseries pour des déjeuners, pour des petits déjeuners, pour des buffets. Et donc il a peut-être un site internet sur lequel il présente les options de traiteur qu'il propose. Eh bien, même le boulanger du coin de la rue, avec son adresse mail, avec son site, avec son téléphone, pourquoi pas avec son Instagram, eh bien, il a une stratégie marketing qui comprend de l'internet et du digital. Donc c'est pour ça que je vous mets ce schéma un peu choquant de internet et digital, c'est fini. Vous comprenez bien que c'est tellement de partout que c'est même plus nécessaire de le mentionner. C'est comme quand vous réservez une chambre dans un hôtel, vous ne demandez pas si il y a de l'eau dans la salle de bain et s'il y a l'électricité dans la chambre. C'est évident aujourd'hui, pareil pour le Wi-Fi, c'est de plus en plus évident que dans n'importe quel hôtel, il y aura de l'eau courante dans la salle de bain qui sera généralement potable, et il y aura de l'électricité, et il y aura très certainement du Wi-Fi. Donc c'est tellement évident aujourd'hui qu'on ne le demande plus. Donc c'est pour ça qu'on dit que le digital est plus ou moins terminé. Mais j'aimerais, puisque
on doit aller un peu plus dans le détail, vous faire le distinguo entre ce qui est numérique, ce qui est digital et ce qui est cyber. Alors ce qui est cyber, c'est facile, c'est la cybersécurité, c'est une manière d'être le plus vigilant possible sur les virus, sur le phishing, sur les ransomware, sur les rançongiciels, etc. Donc faire attention à la sécurité et faire attention aux fake news et faire attention à toutes ces choses-là, c'est le côté cyber. Il y a le côté numérique, c'est tout le côté invention, technologie, le code, le côté scientifique, etc., etc. Et puis au milieu, entre ces deux extrêmes, il y a le digital, et le digital s'appelle digital pour plusieurs raisons, dont une des raisons c'est quelque chose que l'utilisateur, qu'il soit salarié ou qu'il soit client, que l'utilisateur va manipuler avec ses doigts, soit sur un écran tactile, soit avec une souris, soit avec un clavier, soit avec un trackpad, d'une manière ou d'une autre. L'utilisateur, il y a ce qu'on appelle une interface homme-machine, l'IHM, interface homme-machine, qui va permettre aux êtres humains, que nous sommes tous, de faire quelque chose avec ce digital. Et je vous montre ces trois étapes, juste pour vous signaler les différents types d'entreprises qui existent. Et je vais vous montrer là sur un bref schéma. Entreprise numéro 1, elle a un très gros numérique, elle a un très gros cyber, et du coup elle a un petit digital. Et vous voyez, entreprise numéro 2, elle a un tout petit numérique, elle a un tout petit cyber, et elle a un très gros digital. Et ça, c'est juste pour vous expliquer que vis-à-vis du salarié, vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis des clients, plus l'entreprise a un digital développé, plus le client pense que l'entreprise a un fort numérique et un fort cyber. Et à l'inverse, plus la partie digitale est faible dans une entreprise, le pire c'est l'entreprise numéro 3, que vous voyez comme ça à l'extrême droite, elle a un tout petit digital parce que elle a tellement protégé tout ce qu'elle avait, elle a tellement cloisonné tout ce qu'elle avait que les gens ne peuvent rien faire, alors qu'elle a un très gros numérique, eh bien tout le monde va penser qu'elle est mauvaise dans sa gestion du numérique, du digital et du cyber. Donc ça veut dire que la part que l'on laisse aux utilisateurs, que l'utilisateur soit un collaborateur, que l'utilisateur soit un client, la part que l'on laisse à l'utilisateur pour manipuler les informations qu'on lui donne est une indication pour lui de la capacité de l'entreprise à être digital, numérique ou cybersécurité. Et donc c'est pas les entreprises qui se protègent le plus, qui ont l'air le plus en avance, je dis bien, aux yeux des collaborateurs, aux yeux des employés et aux yeux des clients. Et le client a envie, regardez l'exemple typique pour une banque, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les applications bancaires que vous avez ? Eh bien, si vous pouvez faire beaucoup de choses, vous allez dire, ma banque, elle est hyper digitale. Même s'il y a des failles de sécurité, même s'il y a des soucis, vous allez dire, ma banque, elle est hyper digitale. Et si au contraire, votre banque, elle vous laisse rien faire, à chaque fois, il faut aller à l'agence, à chaque fois, il faut téléphoner. J'ai même ne rigolez pas, ça existe encore aujourd'hui, j'ai même des banques qui m'ont demandé d'envoyer des courriers papier par la poste, parce qu'il fallait une signature originale. Eh bien, ces banques-là, elles ont l'air très peu numériques, tout simplement parce que elles font confiance à personne et elles veulent absolument tout maîtriser. Donc, pensez à ça quand dans vos entreprises ou dans l'entreprise que vous comptez monter, vous autoriserez le public à utiliser telle ou telle partie digitale. Tant qu'on est dans ce monde digital, on doit passer par cette étape
Et je vous le dis tout de suite, elle est choquante, elle est étonnante, mais elle est bien réelle, elle est prouvée et elle est sourcée correctement. Tout le numérique, tout le digital, c'est-à-dire la fabrication des smartphones, la fabrication des laptops, la fabrication des écrans, la fabrication des desktops, les data centers, la 5G, la 3G, la 4G, le Bluetooth, tout ce que vous voulez, tout ça, tout ce que je viens de dire là, les réseaux et tout ce que je viens de dire là, représente 3% de la consommation de CO2 et de gaz à effet de serre de la planète. C'est autant que l'aviation et autant que le transport maritime. Donc le digital, tout confondu, les réseaux sociaux, les téléphones, les antennes 5G, tout, les data centers, l'IA, les crypto-monnaies, je ne sais pas quoi vous citer encore pour vous dire à quel point c'est complet, tout confondu, aujourd'hui en 2024, c'est 3% de la dépense carbone, de la dépense CO2 et des gaz à effet de serre. C'est autant que l'aviation, autant que le transport maritime. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que 3% c'est négligeable et qu'on peut fermer les yeux, mais je dis ce n'est que 3%, contrairement à ce que disent certaines personnes. L'IA est en train de brûler la planète. À chaque fois qu'on fait une demande sur ChatGPT, c'est comme si on laissait allumer 10 lampes pendant 10 jours. Toutes ces choses-là, ce sont des faux calculs. La vérité, elle est ici. Tout ce qu'on fait en digital, y compris le Zoom, c'est pas un Zoom, c'est un Teams, mais y compris le Teams qu'on fait aujourd'hui ensemble, tout ça, c'est 3% de consommation de l'empreinte CO2, des gaz à effet de serre, de l'énergie fossile, etc., etc., etc. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas 10%. Bien sûr, le numérique et le digital est en croissance plus importante que l'aviation et que le transport aérien et que le transport maritime. Donc, si on ne fait rien et si on laisse aller tous les pays du monde à avoir, je ne sais pas combien vous avez d'objets numériques à la maison, mais vous avez certainement une tablette, un laptop, un desktop, si vous êtes un gamer, plus un smartphone, et peut-être même 2 smartphones, un pour le boulot, un pour le perso. C'est sûr que si les 8 milliards d'habitants sur la Terre avaient autant d'objets numériques que nous tous ici, c'est sûr qu'on passe de 3 à 10%, c'est évident. Mais pour l'instant, c'est pas la pente que l'on suit et il faut faire attention à ce que ces 3% ne progressent pas, mais c'est pas non plus les chiffres astronomiques qu'on nous présente. Donc, on se calme. Il faut que ce soit en baisse constante, aussi bien pour l'aérien que le transport maritime, que le digital, mais pour l'instant, il n'y a pas encore péril en la demeure. Laissez-moi vous dire que le chauffage des maisons et les voitures, aussi bien électriques que dans les pays qui n'ont pas de nucléaire comme nous, que les voitures, le chauffage et bien sûr les usines des grosses entreprises, ça consomme beaucoup plus que notre numérique à nous. Alors si vous voulez faire passer ce 3% en 2%, il suffit d'arrêter le porno. Le porno, ça nous fait 1% de la consommation, de toute la consommation des 3% qu'on a vu précédemment. Donc, si on veut passer à 2%, il suffit d'arrêter le porno et d'arrêter les vidéos. Alors, je parle pas de YouTube et de Netflix, je parle des vidéos. Des vidéos à caractère pornographique. Ça représente à peu près la moitié du flux vidéo existant rien que pour cette catégorie que je viens de mentionner, avec cette société que vous connaissez peut-être pas, elle a changé de nom d'ailleurs, MindGeek. Cette société, c'est la société qui fait le plus gros, la plus grosse part du porno, c'est YouPorn, Pornhub, etc., etc. Allez, on passe à un autre sujet maintenant, qu'on a vu le digital. Donc on a vu depuis tout à l'heure une grosse demi-heure sur marketing communication, une petite demi-heure sur le digital, et maintenant on passe à une troisième partie, ou une deuxième partie. On va voir les piliers du digital. Alors, est-ce que vous connaissez la blague?
Elle est très connue dans le monde du business, alors peut-être que vous la connaissez ou vous la connaissez pas. Je vous préviens que je raconte très mal les blagues, donc c'est une blague qui n'est pas marrante. Ne vous attendez pas à rigoler. La blague qui dit quels sont les 3 impératifs de l'immobilier. Pour changer de sujet un petit peu, parce que là on a parlé de sport, mais quels sont les 3 points forts, les 3 impératifs de l'immobilier. Alors la blague c'est les 3 impératifs de l'immobilier, c'est l'emplacement et l'emplacement, pour dire que c'est l'emplacement qui est l'élément le plus important de l'immobilier, aussi bien d'entreprise que de l'immobilier particulier. Donc j'aurais pu vous faire cette même blague avec les 3 piliers du digital. Les 3 piliers du digital, c'est l'utilisateur et encore l'utilisateur. Alors, je vous fais pas la blague, mais je pourrais, mais j'ai laissé l'utilisateur en position numéro 1. Donc, grand 1, l'utilisateur. Et l'utilisateur, on va le travailler sous forme un peu spéciale de ce qu'on appelle un persona. Peut-être que vous connaissez déjà ça, auquel cas on passera très très vite et je vous donnerai juste le point important. N'hésitez pas à réagir dans le chat et à me dire si vous connaissez déjà les personas, si vous en avez déjà fait, comme ça me permet d'aller beaucoup plus vite sur ce point numéro 1. Le deuxième pilier du digital, tout ça fera partie du quiz que vous aurez la prochaine fois ou dans l'intervalle, je ne sais pas encore comment je vais organiser les choses, parce que je découvre un peu votre mode de fonctionnement. Donc le deuxième pilier du digital, c'est le parcours utilisateur. On dit en anglais le customer journey, le voyage du consommateur, du client. Donc le customer journey, le parcours utilisateur. Avec ce parcours utilisateur, vous voyez là les petits UX. Donc UX, je vous le rappelle, User Experience, avec un grand sourire, parce que le but de chaque UX, c'est que le client soit hyper content. Et donc ce deuxième point, c'est le parcours utilisateur, le parcours client, avec ce schéma-là, où vous voyez qu'il y a des points de contact. Donc retenez ce terme de point de contact. Il y a des points de contact qu'on appelle en anglais des touch points. Je vous dis à la fois l'anglais et le français, parce que suivant l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, il y en a qui préfèrent utiliser le terme français de point de contact, et puis il y en a d'autres qui utilisent volontairement ou involontairement le terme de touch point. Donc je préfère vous donner les deux éléments, point de contact et touch point. Donc je vais essayer de faire autre chose. Hop, je vais arrêter le partage et je vais me mettre en spotlight. Voilà. Hop, est-ce que vous voyez bien oui. l'écran comme vous le voyez tout à l'heure? Alors je vais rester comme ça c'est le fidèle retour que nous aurons sur l'enregistrement vidéo. Donc vous avez là le point 1, 2, 3. Donc le point 1 c'est le persona, le point 2 c'est le parcours client avec les points de contact. Et chaque point de contact doit être un enchantement. Et puis le troisième élément de ces piliers du digital, c'est la data. Alors retenez bien cette équation, retenez bien ça, c'est le troisième point. Digital égale, c'est une équation, digital égale data. Est-ce que envoyer un mail à un client, c'est du digital? Ben oui, parce qu'on l'envoie digitalement, on n'imprime pas le mail en papier et on l'envoie par la poste. C'est pas du physique, c'est bien du digital. Eh bien, comme c'est du digital, envoyer un mail, vous devez avoir des datas qui sont liées à ce digital. Alors bien sûr, pas quand vous envoyez un mail à un prof, c'est pas la peine de faire tout ce que je vais vous dire. Mais imaginez, vous invitez 10 sponsors à regarder votre vidéo. Vous envoyez un mail en disant « Regardez cette vidéo où j'ai fait telle et telle chose en vous mentionnant ». Donc vous envoyez un mail, dans ce mail il y a un texte, il y a un lien, il y a une image, et puis il y a un lien pour vous contacter. Eh bien, si vous envoyez ce mail à 10 personnes,
vous devez être capable de savoir, puisque digital égale data, vous devez être capable de savoir si, non seulement les gens ont reçu le mail, oui ou non, si l'adresse était bonne, si ça a été bloqué par les filtres du firewall de l'entreprise, si c'est passé dans la boîte anti-spam de la personne, si la personne a bouncé, c'est un terme technique pour dire si elle a même pas regardé le titre, elle a supprimé l'email sans même l'ouvrir, sans même regarder le titre. Ah, je vois que ma vidéo s'est terminée. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Désolé de vous poser ces questions, mais d'habitude ça marche comme une horloge. Une horloge. Oh, voiture. Ok, d'accord. Donc c'est Teams qui déconne en ce moment. Donc vous envoyez 10 emails, vous devez savoir un tas de choses, y compris si la personne l'a lu, y compris là où elle a cliqué, ce qu'elle a fait, si elle l'a transféré, si elle l'a regardé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tout ça, vous devez avoir ces données-là. C'est hyper important. Donc digital égale data. Vous publiez un post sur Instagram, vous devez avoir toute la liste des personnes qui ont liké, qui ont interagi, qui ont vu. Est-ce que ça a été vu par des gens de Grenoble, des gens de Paris, des gens des Alpes, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, que sais-je, des gens qui sont dans les entreprises que vous suivez. Vous devez avoir les statistiques liées à vos activités digitales. Dites-vous que si vous faites une activité digitale, quelle qu'elle soit, un post, un mail, un SMS, si vous faites une activité digitale et que vous n'avez pas les données liées à cette activité digitale, vous n'avez fait que la moitié du boulot. Donc si vous deviez bosser avec moi, si vous faites la moitié du boulot en envoyant des emails, en envoyant des posts, en faisant des choses, eh ben, je vous donnerai la moitié de votre salaire. Mais si vous voulez votre salaire en entier, eh ben, il faut me donner les stats liées au digital. Et c'est pour ça que ces 3 points, je les reprends, ces 3 points du digital, c'est 1, le persona, donc l'utilisateur, 2, le parcours de cet utilisateur, et puis on pourrait dire 3, les données générées par ce même utilisateur. Vous l'avez là d'une manière un petit peu différente, user, parcours, data, ce qui vous permet de peut-être mieux voir user, parcours et data. Vous avez le tout. Je vous ai fait des fiches détaillées, mais on va pas les regarder parce que ce serait beaucoup trop long à examiner. Vous les avez dans les slides, vous pourrez les regarder tranquillement. Vous avez les personas, etc., etc. Vous avez le point de contact, touch point. Vous voyez, j'ai tout écrit ici. Et puis dans le 3, vous avez tous les éléments. Je cache le 3, donc je reviens de l'autre côté. Dans le 3, vous avez les objets connectés, le IoT, Internet of Things, du Wi-Fi, des capteurs, du tracking, etc., du NPS, de l'IA, des data lakes, etc., etc. Donc, avez-vous fait ou pas des personas? Si vous en avez déjà fait, tant mieux, on ira beaucoup plus vite. Si vous n'en avez pas encore fait, voilà comment se présente une fiche persona. Il y a toujours en haut une place pour mettre le nom. Donc là, vous avez le nom du persona. Vous avez une petite photo du persona, une citation, une bio, un CV, des indicateurs. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est secondaire. Les 2 éléments les plus importants d'une fiche persona, c'est ici. Quels sont les problèmes, quelles sont les attentes, quels sont les besoins, quels sont les rêves, quelles sont les envies, quels sont ce que la personne désire, quelles sont les quêtes de ce persona. Mon persona, c'est quelqu'un que je veux toucher par ma communication, que je veux toucher par mes produits. Je souhaite qu'il devienne client, je souhaite qu'il interagisse avec la marque. Eh bien, pour savoir s'il va interagir ou pas avec la marque, j'ai besoin d'avoir des informations et j'ai besoin de savoir ce qu'il cherche. C'est ce qu'il y a dans la partie rouge ici, les besoins, les problèmes, les attentes. Alors ici, retenez bien cet adage, retenez bien ce mot que je vais vous donner maintenant.
S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entreprise. Le but d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de résoudre les problèmes des clients. Si le client n'a pas de problème, l'entreprise ne vend rien. L'entreprise ne sert à rien. Le but d'une entreprise, c'est de résoudre les problèmes du client. Si le client, je répète, si le client n'a pas de problème, eh bien, l'entreprise ne sert à rien, puisque à ce moment-là, il est inutile d'imaginer quoi que ce soit, puisque, comme je vous l'ai dit en début de séance, on ne peut pas créer des besoins à quelqu'un qui n'en a pas. On ne peut pas créer des problèmes à quelqu'un qui n'en a pas. Donc là, vous avez un persona, il y a sa photo, il y a son nom, il y a sa citation, il y a sa bio, il y a son CV, il y a tout ce qu'il faut. Et puis dans les problèmes, la personne, homme ou femme, elle va super bien, elle est hyper heureuse, elle est hyper équilibrée, elle n'a besoin de rien, elle ne cherche rien et elle a 0 problème. Eh bien, à cette personne-là, moi je vous le dis tout de suite, vous ne vendrez rien, puisqu'il n'a pas de problème. Donc ça c'est le premier élément important, je vous l'ai mis ici en plein milieu. Et deuxième élément important, c'est celui qui est sur le côté ici, c'est les canaux sur lesquels on va, ou les réseaux sur lesquels, mais j'aime mieux dire canaux, les canaux sur lesquels on va toucher le fameux persona. Et ces canaux, ils peuvent être de tout style. Là, vous reconnaissez, je vais vous l'agrandir rapidement. Vous reconnaissez du Facebook, du Pinterest, du TikTok, du iMessage, de l'Instagram, du YouTube, du LinkedIn, du WhatsApp. Là, vous voyez pas très bien sur le côté, mais il y a du, vous voyez encore moins. Il y a du, là, vous voyez encore moins. Bon, tant pis, c'est pas grave. Du X par email, sur Teams, vous avez tous les moyens de toucher la personne. Donc c'est hyper important de savoir sur quel canal la personne peut être touchée. Donc ça c'est le premier point. Je vous rappelle les 3 piliers du digital. Grand 1, persona utilisateur. Grand 2, le parcours. Grand 3, les datas. Le parcours, je vous ai fait un parcours un peu théorique avec des touchpoints où le premier touchpoint est en 2008, après on passe en 2012, je le cache, troisième touchpoint, troisième point de contact 2015, il achète en 2018, il fait un SAV en 2021 et il recommande le produit en 2024. Bon voilà un touchpoint, un parcours client classique. Dans la vraie vie, ça prend plutôt la forme de 40 points de contact. Et ce qui est super complexe, c'est que bien sûr, tous ces points de contact, il va falloir les auditer. Il va falloir savoir si pour chaque point de contact, le client est satisfait ou insatisfait et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer la satisfaction des clients point de contact par point de contact. Donc là je passe rapidement pour que vous vous embêtiez pas trop. Et puis le troisième point c'est la data, je l'ai déjà dit, avec ce vieil adage à connaître qui est digital, vous l'avez ici en bas, digital égale data. Donc, dès que vous faites du digital, il doit y avoir des datas attachées à tout ça. Alors, j'aimerais juste vous donner un élément. Et alors, on pourrait peut-être, je ne sais plus combien vous êtes là à suivre ce cours. Peut-être que je vais vous faire une démo. Ce sera peut-être plutôt que de vous demander de faire les choses, je vais les faire moi-même et vous allez suivre, ou je sais pas comment font les autres profs, on va regarder ça. Digital égale data, et j'aimerais vous donner tout de suite une manière de récupérer des informations qui s'appelle le NPS. Alors, question alors je dis à tous, mais il y a peut-être à toutes et à tous, je sais pas qui est dans le cours là. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un NPS?
Et est-ce que vous savez faire un QR code pour récupérer un NPS? Ça vous parle? Ça vous parle pas? Ouais, on avait dans le cours qu'on a eu là au premier semestre, on avait fait tout ce qui était persona et puis on avait fait aussi le Net Promoter Score, le NPS. Génial. On faisait, je sais plus exactement pourquoi on l'avait fait, mais oui, bon, Ok, on l'a eu. super. Alors, je vous fais la démo, comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Si j'ai envie d'avoir votre avis sur le cours d'aujourd'hui, par exemple, je vais vous faire un NPS et je vais vous faire flasher un QR code et vous allez pouvoir répondre à ce NPS. Alors, je vous montre comment on va faire ça. On va aller sur un site qui s'appelle QR Code Monkey. Je vous mets le lien dans le chat. Alors pour plein de raisons, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est le seul site sur lequel vous devez faire des QR codes. Parce que les QR codes de QR Code Monkey sont des vrais QR codes. Ce ne sont pas de faux QR codes qui vous emmènent sur un endroit, qui vous redirigent sur un autre endroit. Là, vous avez un véritable QR code. Donc là, je vais mettre l'URL qui va vers mon NPS et je vais cliquer sur l'onglet ici, Create QR Code, et ça va me faire un QR code. Puisqu'on en est à ce niveau de QR code, regardez ce que vous pouvez faire pour vos colocations. Vous pouvez mettre ici le Wi-Fi de la Livebox, le password de la Livebox, et vous cliquez sur Create QR Code, et ça vous fait un QR code, et toutes les personnes qui flashent ce QR code sont directement sur votre Wi-Fi sans avoir besoin de donner le mot de passe à 50 caractères qui prend des heures et des heures. Puisqu'on est ici, je vous montre aussi la facilité avec laquelle vous allez pouvoir faire une carte de visite pour communiquer avec les personnes que vous voulez toucher. Donc voilà, vous avez mon mail, hubert@kratirov.com, vous avez mon numéro de téléphone, le website. Voilà, j'ai raté le website. On va mettre le website du site d'aujourd'hui, tiens. Chef de produit Bachelor, Bing, Create QR Code. Est-ce que quelqu'un peut flasher le QR code qui est à l'écran? Et vous allez avoir directement ma carte de visite proposée pour rentrer dans vos cartes de visite. Donc saisissez-la, comme ça, si vous devez me contacter, vous aurez toutes les infos. C'est super important dans votre vie de communicant, de commercial, que les gens aient votre réel website, votre site internet et votre email inscrit dans les contacts et non pas inscrit dans la boîte email, parce que ça veut dire que si là, Jacques a eu la gentillesse de saisir, de flasher. Si, je ne sais pas s'il l'a fait, mais peu importe, admettons qu'il ait accepté mon contact dans sa liste de contacts, tous les emails que j'enverrai à Jacques ne passeront jamais en spam. Parce que dans ses contacts, il y a mon email, et donc si je lui envoie des emails, même si c'est non sollicité, ça passera dans sa boîte directement de réception et pas en spam. Et donc c'est super important que les gens que vous rencontrez et avec qui vous comptez avoir des relations commerciales dans le futur, c'est super important qu'ils aient non seulement que vous leur envoyez un email et qu'ils vous répondent, parce que ça veut dire que vous êtes déjà dans leur base d'email, mais vous n'êtes pas dans leur base de contact. Et c'est super important que vous rentriez dans leur base de contact pour que, après, dans toute l'entreprise, on sache que, là, par exemple, mon email que vous voyez ici, hubert@kratirov.com, si quelqu'un d'autre de kratirov.com vous écrit, pour Jacques qui a saisi mon contact dans sa base de données, eh bien, tous les kratirov.com vont rentrer dans l'entreprise de Jacques de manière non spammée. Et ça, c'est hyper important. Et on le voit très bien dans les statistiques digitales des envois d'emails pour que ce soit une bonne chose. Donc, je reviens
à la base de QR Code Monkey, l'URL. Donc je vais aller travailler un NPS. Alors pour travailler un NPS, il n'y a rien de plus simple. On va le prendre sur Google Drive. On va faire un nouveau form. Ce form, on va l'appeler, on va même pas lui mettre de nom, on va même pas lui mettre, on va lui mettre tout simplement ah voilà, je cherchais là. Donc un NPS, c'est toujours de 0 à 10. Et la question, c'est toujours, est-ce que vous conseillez à un ami de postuler dans votre entreprise? Voilà, c'est jamais est-ce que vous aimez votre entreprise, c'est toujours est-ce que vous conseillez à quelqu'un de faire ça. Donc là, j'ai fini mon NPS, il me reste à le publier, donc peu importe le détail, je clique sur publier, je mets que tout le monde peut publier cette chose-là, on est OK, il est publié, hop, je prends le lien, je mets ce lien dans QR Code Monkey. Je l'ai raté. Je mets ce lien dans QR Code Monkey. Je create QR Code. Et voilà, si vous voulez bien flasher ce QR Code va vous amener au NPS. Cochez n'importe quelle case, on s'en moque, hein, il n'y a pas d'enjeu sur cette question-là. Donc la personne n'a coché encore n'a répondu sur mon formulaire sans titre. Dès que vous répondez, je vais avoir une réponse, 2 réponses, 3 réponses. Et voilà, je ne sais pas qui a répondu, mais il y a une personne qui a répondu 9. Et puis s'il y en a un deuxième a répondu 6. Et puis un troisième va répondre blablabla. Et j'ai mon NPS. Donc voilà, vous avez vu en quelques secondes comment on fait un QR code que l'on donne à son public sous forme de mail, sous forme de n'importe quoi, sous forme de ce que vous voulez. Voilà, j'ai 4 réponses, un 4, un 6, un 9, un 10. Conseillez-vous à un ami de faire ceci. Donc n'oubliez pas pour le NPS deux choses impératives, enfin 3 on va dire avec le calcul, 3 choses impératives. La première, c'est jamais une question directe. Est-ce que vous aimez votre entreprise? C'est jamais comme ça. C'est toujours, est-ce que vous conseillez à quelqu'un de venir dans ce restaurant? Est-ce que vous conseillez à quelqu'un de séjourner dans cet hôtel? Est-ce que vous conseillez à quelqu'un d'utiliser le room service de cet hôtel? Enfin, j'en sais rien. Ce que vous voulez, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Premier élément. Deuxième élément, c'est toujours de 0 à 10. Troisième élément, le calcul. Si vous l'avez vu, vous l'avez déjà fait. On prend les 9-10 auxquels on retranche les 0,6 et les 7 et les 8 ne comptent pas. Donc voilà, vous avez tout sur le NPS, donc on reprend le cours. Donc ça, normalement, et là, il faudra qu'on en discute, ça, normalement, c'est un exercice que je vous demande de faire. Et que vous devez faire en groupe. Mais là, comme je ne sais pas comment vous fonctionnez, j'ai fait la démo de l'exercice. Donc, je me mets une note à moi-même. Je pense que j'ai bien réussi l'exercice. Donc, je me mets un 20 sur 20. Et on passe au point suivant. Donc, dernier point de la soirée. On va s'intéresser à une définition du marketing. Après ce dernier point de la soirée, je vais autoriser ceux qui ont déjà vu la vidéo, ceux qui ont déjà fait avec moi la formation du 16 décembre, je vais vous autoriser à quitter le stream. Et moi, je vais refaire ce que je vous avais dit le 16 décembre pour le remettre au début de la vidéo et permettre à ceux qui étaient là ni le 16 décembre ni aujourd'hui de suivre la globalité du programme. Et donc la prochaine fois, je vais vous envoyer donc lundi prochain. Je pense que je vais faire comme ça. Dites-moi dans le chat encore une fois si ça vous convient ou si ça vous convient pas.
lundi matin, je vous envoie un lien vers dans la semaine. Donc ce soir, je vous mets les vidéos à disposition et lundi prochain, je vous envoie un lien avec le rappel de la séance de lundi prochain, le 10. Je vous envoie un lien avec le quiz à faire et avant la séance de 17h et les quiz seront clos à 17h. Donc prévenez toute la classe. Là, si personne ne le fait, c'est zéro, sans rattrapage. Donc vous avez tout lundi de 8h du matin à 17h le soir pour faire un quiz de 5 questions qui portent sur la vidéo qui sera enregistrée ce soir. Donc dites-moi si ça vous convient comme fonctionnement. Au lieu de vous faire des exercices et au lieu de vous faire des workshops, je les fais en démo. Donc dites-moi si ça vous convient. Et deuxième élément, pour les quiz, je vous donne lundi prochain, lundi matin, je vous balance tous les liens sur le cours d'aujourd'hui et le cours à venir pour lundi 10. Et je vous passe un quiz à faire et vous avez la journée pour le faire, sachant que ça prend à tout casser 10 minutes. Donc même ceux qui sont à l'étranger en entraînement, malades, en entreprise ou que sais-je, vous trouvez 10 minutes pour faire le quiz. Ce sera ma seule exigence, mon seul desiderata par rapport à votre présence et par rapport à tous ces éléments. Donc, dernier point avant qu'on se quitte ce soir, pour ceux qui ont déjà vu le cours d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit la définition, là on est sur une définition, la définition du marketing. Alors voilà la définition du marketing la plus simple du monde et que je vous demande de retenir par cœur, je vous la mets dans le chat. Comme ça, il y aura pas d'erreur possible. Smiley sourire. Hop. Ah bah oui, ça me fait un smiley sourire, mais c'est pas grave. Ça me fait directement un smiley sourire. Égal des euros, je vais mettre des dollars. Égal des dollars. Donc, voilà la définition du marketing. Vous l'avez là à l'écran. Smiley sourire en vert parce que je tiens compte de l'écologie de la planète. Le sourire, c'est le client. La planète, c'est la planète. La planète et le client sont contents. Donc, retenez ce lien, égal, donc, je gagne de l'argent. Mon smiley sourire en vert pour la planète égale des euros ou des dollars ou du profit. Je vous donne la définition. Donc, ça, à retenir par cœur, ça fera partie du quiz. Je vous donne la définition plus complète, même si elle est très 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 simple. Et encore une fois, quand on communique entre vous et moi, c'est la définition du marketing que je veux que vous reteniez. N'allez pas chercher dans Wikipédia, dans ChatGPT, des définitions du marketing qui disent que c'est le service qui a pour but d'analyser les demandes des clients et dans quelle mesure la demande peut être satisfaite par une offre qui sera établie par l'entreprise en maintenant une création. Enfin voilà, il y a des définitions en 50 lignes. Moi, je vous donne une définition en 3 éléments qui correspondent au smiley sourire en vert égale des euros. Le marketing, c'est de la création de valeur et la communication, c'est de la création de valeur pour l'écosystème. Donc, la planète est contente. Pour le client est content. Et pour l'entreprise gagne de l'argent. Donc, le marketing, ça consiste à satisfaire 3 personnes, l'écosystème, le client et l'entreprise, en faisant de la création de valeur. C'est quoi de la création de valeur pour l'écosystème ? C'est déjà pas détruire la terre, c'est déjà bien payer ses salariés, c'est déjà payer ses impôts. N'oubliez jamais, quand on parle d'écosystème, quand on parle d'écologie, c'est pas seulement le tri des déchets et le carbone et l'essence et l'énergie fossile et les gaz à effet de serre, c'est aussi bien payer ses salariés, bien considérer ses salariés, la qualité de vie au travail, le bonheur des salariés. Ça fait partie de l'écosystème, ça fait partie de l'écologie. Et le fait d'être positif pour le pays, la nation, la région. Donc une boîte par exemple comme Amazon, elle satisfait le client, elle satisfait l'entreprise parce qu'elle gagne de l'argent, mais elle ne satisfait pas l'écosystème.
ils dépensent beaucoup trop d'emballage, ils payent pas leurs impôts en France, mais au Luxembourg ou en Irlande, et ils payent très mal et ils considèrent très mal leurs salariés. Donc, on peut dire que Amazon ne fait pas un bon marketing sur les 3 points, création de la valeur pour l'écosystème, le client et l'entreprise. Donc, c'est une définition très simple, très logique. L'entreprise est dans un écosystème, donc dans une région avec des élus, avec des mairies, avec un État, avec des routes, avec des écoles, avec des salariés qui sont super bien formés, qui viennent postuler. Ben, une entreprise, elle est dans cet écosystème-là. Et donc, elle doit contribuer à cet écosystème, c'est-à-dire ne pas détruire la planète, ne pas bien traiter ses salariés pour qu'ils aient une employabilité forte et payer l'État pour qu'il continue à former les prochaines générations de salariés. Il faut que l'entreprise aussi, elle arrive à satisfaire le client pour que le client soit content, la fameuse UX, User Experience, ou CX, Customer Experience, expérience client ou expérience utilisateur. Et puis bien sûr, au bout du compte, il faut que l'entreprise, elle crée de la valeur pour elle-même, donc du profit, de la marge, de la pérennité, une taille critique et tout ce que vous voulez ajouter dans la création de valeur pour l'entreprise. Il y a plein d'autres définitions, je vais vous laisser les lire dans les slides, je veux pas vous embêter avec tout ça. Retenez celle-là, retenez le smiley sourire égale $, retenez créer de la valeur pour l'écosystème, le client et l'entreprise, c'est super important. Je voudrais vous quitter sur UX et CX. Vous savez, c'est des choses extrêmement importantes, en vous donnant des éléments à retenir impérativement. C'est quoi une expérience utilisateur? Eh bien, c'est le fait d'être en omnicanalité, physique, web, mobile, social et métavers, et que sur chacun de ces canaux, et dans les sous-canaux adjacents, le client soit satisfait, soit enchanté des contacts qu'il a avec l'entreprise. Et donc, retenez ces 5 éléments, physique, web, mobile, social et métavers. Vous allez retrouver ça en communication, vous allez retrouver ça en commerce, vous allez retrouver ça en création de contenu, vous allez retrouver ça dans plein d'éléments. Donc, retenez bien ces 5 éléments de user experience et retenez aussi ça, que on a toujours plus d'utilisateurs que de clients. Donc, en nombre, UX est supérieur à CX. Mais, en qualité, CX est supérieur à UX parce qu'on a plus de contacts avec les clients qu'avec les utilisateurs. Donc, on pourrait dire d'une manière un peu différente. J'espère que je ne vais pas vous confuser. Et c'est une manière de voir si vous captez bien les choses. L'UX est plus large, alors que CX est plus profond. Il y en a un qui est large, il y a beaucoup de gens, mais on fait peu de choses avec ces gens. Et l'autre qui est beaucoup plus étroit, il y a moins de personnes, mais on fait plus de choses avec ces personnes, donc elle est plus profonde. Et l'objectif de tout ça, et on se quitte là-dessus, les amis, et puis je vais continuer moi, mais je vais vous autoriser à partir, et je ferai le montage à l'envers dans la vidéo que vous allez recevoir. Ce que je vais dire à partir de maintenant apparaîtra en première position. Mais pour nous quitter sur un élément important, à quoi sert toute cette UX-CX? Eh bien, ça sert à faire de l'engagement, et l'engagement sert à faire des ventes. Ne nous leurrons pas. Le but de toute communication, de toute vidéo sur les réseaux sociaux qui montrerait patati patata que on fait bien ceci, on fait bien cela, on est sympathique, on est agréable, on est mignon, on est performant, on fait vibrer les gens, tout ça. L'objectif ultime de tout ça, ne nous leurrons pas, sachons-le. L'objectif ultime, c'est de faire des ventes. Alors, pas des ventes
immédiates, pas des ventes le lendemain matin, mais de faire à terme une préférence pour la marque, de faire à terme un engagement avec la marque et de faire à terme, disons-le, des ventes. Eh bien, c'est là-dessus que je vous laisse. L'objectif d'une bonne UX CX, c'est de faire des ventes. L'objectif du marketing, c'est de créer de la valeur pour l'écosystème, pour les clients et pour l'entreprise. Ça veut dire faire des ventes. Et l'objectif de tout ça, mais attention, c'est l'objectif indirect. C'est pas l'objectif premier court terme. L'objectif indirect à moyen et long terme, c'est de réaliser des ventes à travers l'engagement, et on l'évoquera quand on parlera de contenu de marque, à travers aussi ce qu'on va appeler la création d'une love mark. C'est quoi une love mark? Une love mark, ben c'est une marque qu'on aime au-delà du raisonnable. Et donc, est-ce que c'est raisonnable de dépenser, je vais dire n'importe quoi parce que je connais pas les chiffres, est-ce que c'est raisonnable de dépenser 500 € pour une doudoune de ski, un fuseau de ski ou une tenue de ski? Est-ce que c'est raisonnable de dépenser 500 € pour un snowboard pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel? Est-ce que c'est raisonnable de dépenser autant d'argent pour faire ceci ou pour faire cela? La réponse est non, c'est pas raisonnable. Mais si la marque représente une love mark, eh bien une love mark, c'est une marque qu'on aime au-delà du raisonnable. Et donc on va acheter la tenue de ski à 500 € le bas, 500 € le haut, 1000 €, le snowboard à peut-être 1000 € aussi, les fixes à 1000 € et tout ce qui s'ensuit, peut-être le bonnet à 200 €, etc., etc., parce que c'est une love mark. Mais pour devenir une love mark, il faut que les gens se soient engagés. Pour qu'ils s'engagent, il faut qu'ils vivent une bonne expérience. Il y a le fameux Moodle. Là, je pense que vous voyez le Moodle. Donc, il s'appelle 1259. C'est comme ça qu'on se repère dans les Moodle. C'est le fameux ID qui est derrière. Donc, je ne sais pas si vous avez accès à ça. C'est SHN Bachelor L3. Pour moi, c'est un peu du charabia. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Mais bon, peut-être vous savez. Vous devez avoir tout ça à l'écran. Vous avez le lien vers le site que je vais vous montrer tout de suite. Mon téléphone, si vous avez besoin de communiquer avec moi par SMS ou par WhatsApp, c'est beaucoup plus simple que par les créneaux de l'école. Et vous avez les slides d'aujourd'hui qui sont ici, épisode 1, saison 1. Donc ça, c'est pour le Moodle. Dans le Moodle, vous avez un lien que je vais vous remettre dans le chat du cours ici, qui s'appelle chef de produit. Je me présenterai après pour ceux qui ne me connaissent pas encore et pour l'enregistrement. Donc vous avez un lien vers chef de produit J'aime Bachelor Marketing qui est ce site-là. Et dans ce site-là que vous voyez à l'écran, donc J'aime Bachelor, Digital Business Development et SHN. Et vous avez tout le cours ici, donc avec des vidéos YouTube éventuellement à regarder, des petites infos, les workshops qu'on fera. Alors je sais pas si on en fera aujourd'hui, parce que si on n'est que deux, enfin si vous êtes que deux, je vais pas, et si en plus un des deux s'absente, je vais pas vous faire tout ça. Mais normalement, dans le programme, sachez que il y a tous ces workshops de 1 à, on continue de 1 à 33. Mais dans ces conditions-là, si vous êtes que deux, ça marchera pas comme ça. Donc, j'essaierai de faire des quiz, j'essaierai de faire des choses différentes, mais c'est sûr qu'à deux, vous n'allez pas vous taper 33 workshops. Ça me paraît difficile. Des infos, des bouquins, des choses diverses et variées. Un petit système de flipchart, je pense que vous connaissez, si vous cherchez ce que c'est que le UX et CX, je l'ai défini au cours précédent, mais je le redéfinirai tout à l'heure,
en fin de cours, parce que si vous l'avez suivi, c'est pas la peine que vous le revoyiez. Si vous voulez savoir ce que c'est que le UXCX, vous passez votre carte, c'est le physique, le web, le social, le métaverse, et on doit le voir, et hop, ça vous permet de réviser tout ça. Donc c'est un système de révision de tous les concepts importants du cours. Et là, vous avez notre cours du 16 décembre qui a déjà eu lieu, et 3 février, celui d'aujourd'hui. Et vous avez les slides à télécharger. Si vous préférez avoir les slides en 16 slides par page, vous pouvez les prendre ici. Si vous voulez un slideshow, vous l'avez ici. Si vous voulez prendre des notes en même temps que je parle, vous l'avez ici. Là, vous aurez la vidéo de l'épisode dès que je l'aurai enregistré, enfin, dès que je l'aurai mis sur YouTube. Et là, vous aurez un quiz à faire sur l'épisode que l'on va voir aujourd'hui. Donc voilà pour les petits détails techniques divers et variés. Donc on